Allô, allô. Bonjour à tous, bienvenue dans la loi du chat. Je vois qu'on est déjà 6, donc bienvenue aux 6 personnes qui sont là. Bonjour Darkel91. Voilà, donc la loi du chat, c'est une émission dans laquelle on va interviewer des parlementaires. On va débattre ensemble sur des projets de loi ou des propositions de loi qui sont actuellement débattues au Parlement. Et l'idée de la loi du chat, c'est que c'est vous qui faites la loi, donc c'est vous qui posez les questions. Salut Kirnakir, Speed94, bonjour à vous, bienvenue dans la loi du chat. Donc aujourd'hui, dans la loi du chat, on va recevoir le député La France Insoumise, Loïc Prudhomme, pour parler de la proposition de loi sur le foncier agricole du député Ça me passe tous. Je vous invite déjà à aller faire un tour sur le site Purpose là, que j'ai affiché à l'écran, donc purpose.com. Vous pouvez retrouver le débat du jour, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, qui est le foncier agricole. Donc selon les rapporteurs du texte, l'avenir de l'agriculture, des agriculteurs et des territoires est en jeu. Donc voilà, si vous cliquez sur participer, vous pouvez donner votre avis sur ce texte de loi. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous voteriez pour, ou est-ce que vous voteriez contre si vous étiez un député. Donc, qu'est-ce que c'est le foncier agricole ? Le foncier agricole, c'est tout ce qui représente les terres agricoles. Et aujourd'hui, il se passe Spartan, salut Ninon44. Ok, aujourd'hui avec le foncier agricole, ce qu'il y a, c'est que je vais vous mettre des chiffres là. Le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 en 40 ans. 50% des agriculteurs partirent à la retraite avant 2026. En 60 ans, le nombre d'exploitations a été divisé par 5. Et les sociétés exploitent près de 2 tiers de la surface agricole. Donc, ce qu'on remarque, c'est que, étant donné qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir en retraite dans les années qui viennent, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait de tout ce foncier agricole. Comment on le gère, comment la France peut l'entretenir, en prendre soin et surtout empêcher que ce foncier soit accaparé par des grands groupes ou des puissances étrangères. Donc le député Ça me passe tous a proposé une loi, qui, je vais vous l'afficher aussi, la loi. Hop. Là, la proposition de loi portant sur les mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole. Cette loi, elle est faite pour redonner du pouvoir aux SAFER. Les SAFER, c'est les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui en fait décident de qui a le droit d'acheter des terres. Autrement dit, si vous êtes un agriculteur et que vous voulez vendre une terre agricole, vous êtes obligé, la SAFER contrôle qui vend quoi à qui. C'est-à-dire, si un tel vend sa terre agricole, il ne peut pas la vendre. C'est pas forcément une société qui va l'acheter. La SAFER, elle a le droit de se positionner avant. Elle est prioritaire pour décider qui achète. Elle est prioritaire pour décider qui achète. Elle a le droit de regard sur ce dont vous voulez faire, ce que vous voulez faire avec les terres. Est-ce que vous voulez vous implanter, faire de l'élevage, vous voulez faire de l'huile de tournesol. Bref, elle a un droit de regard. Mais pour comprendre vraiment ce qu'est une SAFER, parce que c'est primordial pour comprendre la loi d'aujourd'hui, on va regarder une petite vidéo ensemble. Tipsion, bonjour Tipsion. Donc ouais, je disais, on va regarder une petite vidéo de la SAFER pour voir comment ça fonctionne concrètement. Dites-moi toujours là si le son c'est bon pour vous dans les commentaires si je vais vous mettre la vidéo de la SAFER. Vaste territoire que le nôtre. Vaste, vraiment ? Comment l'aménager durablement alors qu'il n'est pas extensible, que nous sommes de plus en... Vaste territoire que le nôtre. Vaste, vraiment ? Comment l'aménager durablement alors qu'il n'est pas extensible, que nous sommes de plus en plus nombreux à le peupler et que nous lui demandons toujours plus ? Ce sont des questions que les SAFER se posent tous les jours. Placées sous tutelle des ministères de l'Agriculture et des Finances, elles contribuent à l'aménagement foncier du territoire selon les politiques publiques depuis plus de 50 ans. Ancrées localement, elles achètent des biens, des terres, et les revendent à des candidats privés ou publics, porteurs de projets ruraux, agricoles ou d'aménagement foncier.
Leur but n'est pas de faire du profit. Elles rendent possible des projets qui doivent s'inscrire dans leurs différentes missions d'intérêt général et dans les politiques locales. Leur priorité, c'est de protéger les espaces agricoles. Elles aident donc de jeunes agriculteurs à s'installer ou des exploitants à conforter leur exploitation. Elles accompagnent aussi le développement des territoires. Par exemple, elles négocient l'acquisition des terres pour la construction des lignes à grande vitesse et compensent les agriculteurs touchés. Elles mettent en place des démarches durables, comme installer autour de points d'eau des agriculteurs ayant des pratiques compatibles avec cet environnement. Enfin, elles observent les prix de l'immobilier rural et les régulent si besoin, afin que les agriculteurs puissent accéder au marché. Si les SAFER veillent sur les territoires, orientent leurs usages, c'est pour qu'ils conservent leurs richesses, leurs spécificités, afin de répondre à tous nos besoins tout en les protégeant. Si vous voulez acquérir ou vendre un bien rural ou agricole, que vous soyez un particulier, une société ou une collectivité, c'est aux SAFER qu'il faut vous adresser. Parce qu'elles sont garantes de l'intérêt général, elles ne décident pas seules. Pour prendre les bonnes décisions d'attribution des biens, elles réunissent tous les acteurs locaux concernés. L'objectif ? Contribuer ensemble à l'aménagement équilibré des territoires. Parce que les SAFER, ça sert à tous. Allô, ok. Est-ce que c'est plus clair pour vous, vous pouvez me le dire dans le chat, hein, est-ce que c'est plus clair pour vous sur ce qu'est vraiment une SAFER? Peut-être qu'il y en a qui connaissaient, peut-être d'autres moins. Mais voilà, on a vu en gros qu'elles avaient un rôle de shérif, de régulateur du marché concernant le foncier agricole. Il y a en revanche, d'ailleurs c'est l'objet de la loi d'aujourd'hui, c'est que c'est devenu un jeu d'enfant pour les sociétés de contourner les SAFER. Notamment parce que les grandes sociétés s'échangent des surfaces agricoles ou vendent des surfaces agricoles via des parts de sociétés dont les cessions en fait ne sont plus du tout, ne sont pas contrôlées et échappent totalement au contrôle des SAFER. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, en donnant des parts de société, vous échappez au contrôle des SAFER. Donc cette loi, son but c'est de réguler tout ça. Je vais remettre un petit peu le chat parce que j'ai vu une question. Qui disait, hop là, planter du cannabis c'est ok pour les SAFER. Et bah Kir Nakir, dans certaines régions ça doit peut-être être autorisé. Je sais pas, c'est une bonne question. En tout cas, pour l'instant c'est illégal. Mais je crois qu'ils font du CBD. Donc moi je vous propose qu'on regarde un peu en détail, qu'on survole un peu cette loi, qu'on voit ce dont il s'agit. C'est une loi qui prévoit 6 articles, répartis dans 2 titres. Elle prévoit de contrôler administrativement les agrandissements. Elle prévoit d'aménager des sanctions pour les gens qui ne respecteraient pas les engagements respectés dans une logique d'agrandissement, parce que la loi elle prévoit que si vous souhaitez vous agrandir, vous le pouvez à une condition, c'est d'implanter des jeunes agriculteurs ou des agriculteurs sur votre territoire. Elle prévoit des sanctions pour les gens qui ne respecteraient pas ces engagements. Elle prévoit un traitement dématérialisé des déclarations auprès des SAFER. Elle prévoit de durcir les obligations d'information envers les SAFER, des cédants, des cessionnaires pour les cessions onéreuses ou gratuites de mouvements et de capital. En gros, avec cette loi, quoi qu'il se passe dans votre société, vous aurez le devoir d'en informer la SAFER. Donc voilà, c'est vraiment une loi qui a pour but de redonner du pouvoir aux SAFER, de lui redonner les outils pour pouvoir faire le travail efficacement. D'ailleurs, j'ai remis un peu je peux vous mettre les objectifs de la loi. Hop, j'avais fait une petite fiche objectif. Voilà. Mettre un terme aux échanges de surface agricole via des parts de société, favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, renouveler les générations agricoles et lutter contre la disparition des agriculteurs. Consolider notre souveraineté alimentaire dont l'importance a été mise en exergue par le Covid. Voilà, donc il y a ça aussi, c'est qu'on a bien vu avec la crise du Covid que la souveraineté alimentaire c'était quelque chose de primordial et l'intérêt pour la France de faire passer une loi rapidement, c'est de s'assurer notre souveraineté pour l'avenir, notre souveraineté agricole. Il y a le député Loïc Prudhomme qui viendra nous rejoindre
dans quelques minutes, maintenant dans 5 minutes à peu près. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Il nous parlera des amendements qu'il a déposés. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est un amendement? Tous, dans le chat. Ou est-ce que vous voulez qu'on repasse sur la notion d'amendement, qu'on passe sur les notions aussi de projet de loi, de proposition de loi, les différences qu'il y a entre les deux? Parce que c'est vrai que parfois, on n'est pas tous non plus des experts, on est des citoyens qui cherchent à... Salut Sylvain, salut F116. On est des citoyens qui cherchent à comprendre un peu comment la loi marche. Ça peut valoir le coup, en effet, de revoir quoi? De revoir la différence entre un projet de loi et une proposition de loi? Ou les amendements? Bon, de toute façon, on va revoir les deux. En fait, un projet de loi, c'est un texte qui est déposé au nom du gouvernement par le Premier ministre. Là, sur la loi Sempastous, du Jean-Bernard Sempastous, qui est député LREM, c'est une proposition de loi. C'est une proposition car elle émane d'une initiative parlementaire, d'un parlementaire. C'est la différence entre les projets et les propositions. Là, c'est le député Sempastous qui propose quelque chose. Et pour ce qui concerne les amendements, alors, j'ai mis la petite définition à côté, comme ça c'est plus simple. Un amendement, là par exemple, il y a la proposition de loi du député Sempastous. Bon, Loïc Prudhomme, il s'est dit, voilà, moi cette ligne-là, ça ne me correspond pas, j'aimerais apporter une modification. Voilà, un amendement c'est ça. C'est une modification soumise au vote d'une commission ou de l'Assemblée en vue de corriger, compléter ou annuler toute une partie d'un projet ou d'une proposition de loi en cours de délibération ou d'une loi préexistante. Et l'amendement, c'est un droit, c'est-à-dire que lorsqu'on dépose un amendement, on exerce son droit d'amendement. Alors après, voilà, parfois les amendements sont rejetés, parfois ils sont acceptés, mais c'est un droit de pouvoir apporter des modifications aux lois qui sont présentées. Ouh là là, on est 21, on a gagné 5 spectateurs. Bonjour aux nouveaux. Et je sais pas si le député... Alors comment je le contacte, le député? C'est du... Je vous mets... Prudhomme, il est contre la loi? Non. Non, alors ça, oui, voilà, merci, c'est un point que j'ai pas abordé. C'est que la loi, globalement, a fait consensus, en fait. Tout le monde est d'accord avec le fait qu'il faille légiférer, mais la France Insoumise, elle, et notamment Loïc Prudhomme, trouve qu'il y a certaines mesures qui ne vont pas assez loin. Il préférait, par exemple, on va le voir dans ces amendements, mais la loi du député Sempastous, comme j'ai dit tout à l'heure, prévoit des agrandissements, des dérogations, qui vont permettre à des sociétés qui ne pouvaient pas s'agrandir, de s'agrandir, sous réserve qu'à l'avenir, elles installent des jeunes agriculteurs, ou des agriculteurs, tout simplement, sur les terres qu'elles viennent d'acheter, pour s'agrandir. LFI, non, c'est pas inédit, il y a beaucoup de lois, il n'y a pas beaucoup de lois, c'est vrai qu'ils ont souvent des divergences, mais là c'est une loi, pour le coup, elle fait assez consensus. Après, c'est pareil, hein, c'est des divergences qu'il y a entre les partis, mais globalement, ils sont tous d'accord. Après, c'est jusqu'où on va. On retrouve un peu ça sur la loi climat. La loi climat, il y a des gens qui disent oui, elle va pas assez loin, votre loi. Bon, là, on est un peu dans le même cas, mais je crois que Loïc Prudhomme était contre la loi climat, il ne voulait pas la voter. Là, il est pour la loi Sempastous, sous réserve qu'il apporte des amendements. Mais quoi qu'il arrive, ça traverse toute la classe politique, on est d'accord, ils sont d'accord tous pour dire qu'il faille légiférer. Est-ce que vous avez des questions avant que
le député arrive. Ouais, et puis l'idée c'est de mettre en place des mesures rapidement. Alors là, comme je le disais sur la loi, elle porte sur portant mesures d'urgence pour assurer la régulation. Bonjour. Dans la vidéo de présentation de la SAFER dit qu'elle négocie les terrains pour pouvoir y construire des projets de lignes à grande vitesse. Ce n'est pas contradictoire avec la préservation du foncier agricole, même si les agriculteurs sont défrayés. C'est une très bonne question qu'on va garder pour le député. Pour pouvoir construire des projets à grande vitesse. Après, les lignes à grande vitesse, que ce soit des terrains agricoles ou non. Quelle heure il est ? Je vous fais une petite pause. Il faut bien qu'elle passe quelque part, les lignes de chemin de fer. Ouais, puis je sais même pas si la SAFER, elle négocie des terrains justement pour sûrement que... Parce que c'est plus facile après pour traiter avec l'État de faire passer un train sur un terrain qu'elle a déjà acheté auparavant. Je vais vous mettre en pause 2 minutes pour voir où en est le député et puis je reviens tout de suite après. Oui. Désolé pour le petit retard, j'ai des petits soucis techniques. Oui, j'ai vu, oui. Ok. Pas de souci. Du coup, je reste connecté là sur cette interface. Non, avec, mais je sais pas pourquoi vous ne me voyez pas. Parce que ma webcam, elle est bien là.
Alors, bougez pas. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Bon, c'est pas une interface que j'utilise habituellement. Il y a une petite icône barrée là-haut. Voilà, je vous ai mis en live sur Twitch. Bonjour Monsieur le député. Alors vous êtes le député. Est-ce que tout le monde l'entend au niveau du son? Est-ce que ça va dans le chat? Est-ce que vous m'entendez correctement les uns et les autres? Est-ce que dans le chat vous entendez? Oui, ok, c'est bon, super, super, tout fonctionne. Hop, je vais afficher. Voilà. Donc vous êtes Loïc Prudhomme, député de la 3e circonscription de la Gironde, groupe La France Insoumise. Vous venez de Bègle, une petite commune au sud de Bordeaux, et vous êtes technicien de formation à l'Institut national de la recherche agronomique, spécialisé dans les sciences du sol. Est-ce que votre fonction, votre métier premier vous donne l'expertise pour travailler sur une loi comme le foncier agricole? Pour le dire honnêtement, non, elle ne me Non. donne pas l'expertise. Elle me donne le goût de ces questions qui ont trait à l'agriculture, à l'alimentation, une connaissance de quelques rouages de ces questions agricoles, agronomiques, mais néanmoins pas suffisamment d'expertise de par ma formation, mon métier initial, pour vous dire oui, je maîtrise ça parfaitement sans avoir besoin d'y travailler en tant que parlementaire. Ça serait être prétentieux et vous mentir. C'est une aide, effectivement, je vous dis, parce que j'ai une approche peut-être plus facile que d'autres de mes collègues, mais néanmoins, ça ne m'épargne pas d'un travail d'étude et de regarder attentivement ce qui est dans ce texte pour essayer d'analyser et de proposer surtout des choses cohérentes par rapport au programme que je porte. Très bien. Et selon vous, pourquoi il est important de légiférer? Parce que ça traverse un peu tous les partis politiques, tout le monde tend à être d'accord pour dire qu'il faille légiférer sur le foncier agricole. Et pourquoi il est important de légiférer et pourquoi cette loi est une mesure portant mesure d'urgence actuellement? Alors, on pourra qualifier la loi peut-être un peu après, quand j'aurai fait un début de réponse sur pourquoi il est important de légiférer sur cette question du foncier agricole. C'est une question, j'allais dire, bêtement démographique et de la filière agricole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation particulière où il y a plus que 450 000 actifs agricoles, 415 000, je crois, de mémoire exploitation agricole dans ce pays. On en a perdu presque la moitié dans les 20 dernières années. Et d'ici 10 ans, sur ces 400 et quelques mille exploitations agricoles, dans 10 ans, la moitié des exploitants vont partir à la retraite. Donc, il y a un enjeu double, il y a un enjeu de trouver des repreneurs pour reprendre ces fermes. Et puis, il y a l'enjeu de, quand il n'y a pas de repreneur, qu'est-ce que l'on fait du foncier? Est-ce qu'on y monte dessus des buildings ou des plateformes de e-commerce, ou est-ce qu'on se les réserve pour installer, à terme plus ou moins long, des nouveaux agriculteurs qu'il nous faut aussi former? Donc, on est là à la croisée des chemins où il faut prendre des décisions politiques pour savoir de quelle agriculture nous avons besoin dans le futur. Est-ce que nous avons besoin de plus en plus d'agriculteurs sur des surfaces peut-être plus petites, mais avec des productions de proximité, des productions de qualité? Ou est-ce que l'on continue sur cette pente
que l'on a pris depuis trop longtemps, à mon sens, d'agrandissement perpétuel des structures avec de moins en moins de main-d'œuvre, avec de l'agriculture de fait qui est industrielle et qui, comme elle est finalement peu intensive en main-d'œuvre, elle est très intensive en intrants, que ce soit des intrants chimiques ou même de la mécanisation. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là, je pense que la question, elle est urgente à traiter. Alors, est-ce que ce projet de loi y répond? Je serais tenté de dire qu'il a le mérite de mettre la question sur le haut de la pile. Il répond peut-être très partiellement, mais selon moi, pas à tous les enjeux. Très bien. Je voyais, vous avez déposé un amendement pour, vous parliez d'agrandissement sans fin, parce que la loi du député Sampassou, ça prévoit justement la possibilité de s'agrandir moyennant des engagements compensatoires pour installer les jeunes. Vous avez déposé un amendement pour que cette partie du texte soit supprimée, pour qu'il n'y ait pas de dérogation possible à l'agrandissement. C'est que vous n'avez pas autant confiance en les sociétés que le député Sampassou ou Je pense que là, on est, je l'ai relevé en commission quand on a étudié ce texte et je l'avais dit au député Sampassou. Je pense que c'est deux sujets distincts. Il y a la question du foncier, de ce que l'on fait du foncier, et il y a la question de le besoin d'installation, de formation de jeunes agriculteurs. Et en fait, cette disposition qui disait on va vous faire des dérogations pour de l'agrandissement, j'allais dire sans fin, si par côté vous installez sur une toute petite surface un agriculteur, c'était une façon, et de façon en plus pas pérenne, hein, c'est-à-dire qu'il y a une installation, puis on ne sait pas si finalement l'agriculteur ou l'agricultrice qui serait installé là serait à terme propriétaire de son foncier ou juste en location sur des termes précaires. En fait, c'est une mesure qui tend à cacher en fait le fait qu'on veuille donner des dérogations à tout va pour continuer à cet agrandissement. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Si on veut installer des jeunes agriculteurs, il faut avoir des politiques d'installation vraiment qui soutiennent les jeunes, qui leur permettent d'accéder au foncier, qui les aident financièrement. Et puis, si on veut lutter contre l'accaparement du foncier par des sociétés ou l'agrandissement sans fin, il faut se concentrer sur cette question-là. C'est pour ça que je trouvais que c'était tout à fait inapproprié de mélanger les deux. Vous avez aussi, je reprends vos amendements, vous avez demandé à ce que soit ajouté à l'article 1er, à l'article 5, je vais citer l'amendement. Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs fonciers à l'étranger et les effets économiques, écologiques et sociaux qu'ils produisent. Pour quelles raisons voulez-vous que le gouvernement rende ce rapport ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un amendement d'appel qui demande des rapports et qui, s'il n'est pas la majorité de la question des cessions de parts foncières dans le milieu agricole, on voit que c'est beaucoup des cessions qui se font à l'intérieur du territoire national ou entre ressortissants français. Il n'empêche qu'on commence à voir arriver sur nos fonciers agricoles, sur nos emprises foncières agricoles, des investisseurs étrangers qui achètent des parts de société pour finalement produire et exporter finalement vers leur pays d'origine de la production agricole. Et donc, quand aujourd'hui on discute beaucoup d'autonomie alimentaire, de relocaliser les productions, il est utile de regarder ça en détail, et c'est pour ça que l'on demandait ce rapport-là, pour dire il faut certes ne pas focaliser toute l'attention là-dessus, mais il ne faut pas laisser faire et s'apercevoir peut-être dans 5 ou 10 ans, quand il sera trop tard, qu'une surface importante de notre territoire, de notre surface agricole utile, finalement est aux mains de sociétés d'investisseurs étrangers. Et après, du coup, on n'a plus de contrôle sur notre foncier. Et aujourd'hui, on a besoin de toute la surface pour produire pour nous déjà. Il y a Gast ou en pseudo dans le chat qui nous dit les vignobles se font déjà tous racheter par des Anglais ou des Chinois. Yes. Oui, certes, et je suis bien placé pour le savoir puisque je suis député de la Gironde. Alors, on est sur une particularité, effectivement, la viticulture
participe à nous produire du bon vin, mais j'allais dire que c'est pas un aliment essentiel de notre ration alimentaire quotidienne, même si on prend plaisir de temps en temps à boire un verre de vin. Et la question du foncier viticole, elle est effectivement assez particulière. C'est une partie de notre agriculture qui est surtout sur de l'exportation, un marché d'exportation, et qui sert à finalement faire qu'on ait une balance commerciale positive. Après, c'est toute la question de qu'est-ce que l'on attend et qu'est-ce que l'on exige aujourd'hui de notre agriculture française. Est-ce qu'elle doit être une ligne de commerce extérieur positive ou est-ce qu'elle doit participer à nourrir les habitants de notre pays et moi, je penche plutôt pour la deuxième option. Et c'est la question du foncier viticole, pardon, de faire un petit peu une incise d'aller sur cette question-là, mais on voit aussi qu'on a un gros problème sur la viticulture actuellement, et notamment particulièrement en Gironde, puisque le vin se vend assez mal finalement, il y a beaucoup de stocks, et on voit aussi beaucoup maintenant de friches, y compris dans le monde viticole, où les terres sont finalement, les fonciers sont très chers, mais peu accessibles, et qu'il n'y a pas de repreneurs, et que derrière, surtout, il n'y a pas de marché en fait, pour vendre ces productions. Et donc ça repose aussi la question de l'hyperspécialisation des productions. C'est-à-dire que historiquement, avant ici en Gironde, les viticulteurs n'étaient pas que viticulteurs. Il y avait aussi un petit peu d'élevage, un petit peu de polyculture. Et que quand ça a été le boom de la viticulture et que c'était un marché florissant, tout le monde s'est engouffré là-dedans et on se retrouve maintenant dans des impasses. Et c'est la même impasse que peuvent connaître d'autres productions industrielles et des monocultures, en fait. C'est-à-dire que le bon sens paysan voudrait qu'on ne mette pas tous ses œufs dans le même panier. Tout le monde connaît cet adage. Et on a fait tout l'inverse depuis un demi-siècle. Et on se retrouve maintenant avec des impasses comme celle qu'est en train de vivre la viticulture. Et même si, effectivement, la remarque est pertinente sur le fait, sur la question du foncier viticole qui appartient déjà à des sociétés étrangères, je ne m'en satisfais pas pour autant et je pense qu'il faudrait aussi avoir un contrôle là-dessus. Et quels sont les pays, vous parliez de puissances étrangères, de pays étrangers qui viennent s'accaparer des terres françaises, vous pensez à quel pays la Chine, les Pays-Bas Oui. Comme nous toutes et nous tous qui regardons un peu ces affaires-là, effectivement, c'est plutôt les Chinois qui aujourd'hui ont cette problématique d'avoir une population immense à nourrir, un foncier dans leur propre territoire qui ne permet pas de pourvoir à leurs besoins et ils achètent des terres beaucoup en Afrique et ils en achètent ici aussi. Ils achètent aussi des outils de production, parfois avec bonheur et parfois avec moins de bonheur. On a vu cette usine de lait en poudre sur lesquelles ils avaient investi, mais je crois qu'ils se sont désengagés maintenant pour venir investir dans des outils de production et sur notre sol pour exporter vers chez eux. Oui, effectivement, aujourd'hui, le pays auquel on pense est le premier investisseur sur ce foncier-là, à ma connaissance, et c'est pour ça qu'on demande un rapport, c'est la Chine. Mais il y en a d'autres. Là, il y a une question de Kir Nakir qui nous dit, au sujet des friches dont vous parliez tout à l'heure, du coup, il vaut mieux vendre à des sociétés ou laisser se développer des friches? Non, il faut vendre à des agriculteurs et des agricultrices qui voudraient accéder. J'étais au début de l'année sur ces questions-là avec des porteurs de projets ici en Gironde qui voulaient s'installer, qui avaient des projets de maraîchage, de polyculture, sur des surfaces petites ou moyennes, et qui n'accédaient pas au foncier. Parce que, effectivement, sur les emprises viticoles, le prix du foncier reste encore trop élevé et ils n'ont pas les moyens de porter acquéreur de ces fonciers-là. Quand on est porteur de projet et sans forcément de biens, surtout que maintenant, c'est aussi une population de néo-agriculteurs qui ne sont pas issus du monde paysan et qui n'ont pas du coup l'apport de l'exploitation familiale ou foncier familial pour s'installer. Et donc on a ce problème-là. Et donc c'est ça qu'il faut faire. C'est pas ni laisser en friche, ni laisser les sociétés étrangères s'accaparer ça. C'est faire la troisième voie, installer des agriculteurs, soutenir un modèle de polyculture quand c'est possible. Aider à cette transition, c'est ce que je disais, le plus important. Dans 10 ans, la moitié de nos actifs, de nos exploitants agricoles seront en retraite. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là 10 ans, c'est déjà court pour réagir. C'est pour ça d'ailleurs que cette loi apporte une mesure d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire
qu'une loi porte mesure d'urgence. C'est quoi la différence concrètement avec une proposition de loi classique? Non, c'est une proposition de loi classique, hein. Après, c'est dans son titre que, Ok, d'accord. voilà, qu'elle a été rédigée comme ça, mais si vous voulez, concrètement et dans la mécanique parlementaire, elle n'a pas de statut particulier. C'est juste le titre que lui a donné le député qui la porte, qui a voulu pointer sur une réalité, hein, qui est celui de l'urgence d'avoir à réagir sur cette question du foncier agricole. Il y a Mathilde 233, bonjour Mathilde 233, qui nous dit: en Gironde, il y a aussi de plus en plus de terres vendues pour des projets de parcs photovoltaïques qui servaient à la sylviculture. Est-ce que la loi de régulation du foncier agricole pourrait sanctuariser ces espaces? Dans sa rédaction actuelle, non, absolument pas. Malheureusement, c'est la question là de l'usage du foncier. C'est-à-dire comment on sanctuarise ce foncier agricole et pour quels usages. Et on voit aujourd'hui fleurir, et la question est tout à fait intéressante, hein, de Mathilde, de dire bon, qu'est-ce qu'on va faire sur nos terres, qu'elles soient sylvicoles, agricoles. On voit monter ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Alors là, je pense qu'elle fait référence à un projet de presque 1000 hectares de parcs photovoltaïques à la place d'une forêt. Mais on voit aussi que sur d'autres endroits, c'est des productions énergétiques ou pour des agrocarburants. Et en fait, il y a un vrai souci aujourd'hui qui est à la base celui du revenu des agriculteurs et des agricultrices qui ne vivent plus, pour la majorité d'entre eux, décemment de leur métier. Les prix qui leur sont proposés pour acheter leurs produits sont insuffisants, ils ne rentrent pas dans leurs frais. Il y a des intermédiaires qui aujourd'hui captent une majorité de la valeur. Sur la chaîne alimentaire, j'ai mené une commission d'enquête il y a 2 ans sur l'agriculture industrielle. En fait, quand vous avez une valeur de 100 dans votre assiette, pensez qu'il y a seulement 6%, voilà, il y a 6% de cette assiette, de la valeur de cette assiette qui revient à la personne qui a produit les produits agricoles de base qui sont dans votre assiette. Tout le reste est capté par la distribution, par la transformation, par l'industrie agroalimentaire. Et donc, on se retrouve dans une situation où l'agriculteur, finalement, a perdu ses revenus au profit des intermédiaires. Et donc, sur cette misère-là, prospèrent des propositions pour leur faire cet agrivoltaïsme, des productions pour de l'agrocarburant, et qui vont à l'encontre de notre intérêt commun, qui est celui de garder déjà ces terres agricoles pour faire de la production alimentaire, et puis de ce que devrait être une régulation par la puissance publique, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas pouvoir acheter à un agriculteur ou à une agricultrice sa production en dessous de son coût de production, parce que qui accepterait que son travail soit payé à moitié, quoi. C'est insoutenable aujourd'hui. Ce modèle-là, on arrive à ses limites financières, ses limites économiques, ses limites environnementales aussi. Ouais, parce que les gens qui achètent, la distribution qui achète aux agriculteurs, au final, c'est aussi ces gens-là qui s'accaparent les terres que les agriculteurs ne peuvent pas acheter parce qu'ils ne sont pas assez bien rémunérés. C'est un serpent. Alors, ouais, on commence à voir ce phénomène. C'est surtout que ces distributeurs, ces intermédiaires, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution en particulier, qui souvent imposent en gros les prix. Hein. Et comme ils ont pris une place, j'allais dire, incontournable, voire majeure dans notre façon dans notre circuit d'alimentation, c'est-à-dire que c'est là qu'on achète 80% des Français font leurs courses en grande surface. Donc avec un tel poids, en fait, on a inversé les rapports de force, et finalement, c'est l'acheteur qui fait le prix plutôt que le producteur. Et donc, on trouve des agriculteurs qui sont contraints. Et la seconde étape, c'est peut-être un peu référence, c'est qu'aujourd'hui, on a même des grandes chaînes de distribution qui commencent elles-mêmes soit à mettre des agriculteurs sous contrat, c'est-à-dire c'est du travail à façon, voilà, produisez-moi, je sais pas moi, du blé pour faire des pâtes pas chères, et je vous achète toute votre production à un prix fixe, vous êtes, voilà, et ce prix, il est défini, vous n'avez rien à y redire, c'est à prendre ou à laisser, ou même carrément acheter effectivement en propre ou par des filiales du foncier agricole pour avoir la main sur l'entièreté de la filière, du champ jusqu'au rayon du supermarché. Pour recentrer sur Et la ça loi. pose... Pardon? Oui, pardon. Non, non, allez-y, allez-y.
Non, mais je disais ça, du coup, ça pose une question sur quel type d'alimentation on veut produire. Si on laisse les grandes chaînes de distribution nous orienter l'agriculture, moi je pense que c'est plutôt nous, les citoyens, enfin vous, les citoyens et les citoyennes, via vos représentants et dont dont je suis, de décider de quel type d'alimentation vous avez besoin. Il y a eu un débat il y a quelques années sur justement les semences qui étaient autorisées par le calendrier. Je ne sais pas exactement qui est-ce qui régule les semences agricoles, mais où les agriculteurs avaient demandé à pouvoir cultiver davantage d'espèces, de semences agricoles. Oui, les semences paysannes. C'est une des propositions de loi Ouais. que j'ai portées aussi. Je vais revenir sur vos amendements et sur la loi. Vous avez déposé un amendement pour prévoir un contrôle sur les donations au-delà du 3e degré, alors que la loi actuelle prévoit un contrôle au-delà du 6e degré. Pourquoi vouloir resserrer davantage les sessions à titre gratuit jusqu'au 3e degré? Bon, sans rentrer trop dans ce qui pourrait être un peu technique et rébarbatif, c'est qu'aujourd'hui, ces sessions, on va dire familiales, sont permettent parfois d'échapper au contrôle du foncier par les sociétés d'aménagement du foncier, les SAFER. Et donc, le 6e degré est déjà un degré de parenté très éloigné. Et voilà, il nous semblait qu'il était utile de resserrer ça sur des sessions entre parents plus proches, notamment ce qui peut arriver voilà, au sein de familles où parfois des frères ou des cousins exploitent les mêmes terres et certains se désengagent, veulent céder leur part ou des choses comme ça. Ça semble relever des choses concrètes et réalistes. Au-delà du 6e degré, c'est aller peut-être un petit peu loin dans les degrés de parenté et un moyen encore d'échapper à du contrôle de cession de parts de société. Pour en revenir sur la loi Sainte-Pastou, selon vous, pourquoi elle n'est pas satisfaisante? Qu'est-ce qui vous manque concrètement dans cette loi? Qu'est-ce que vous aimeriez pour le foncier agricole français? Alors, il y a un point particulier, c'est l'introduction du seuil d'agrandissement excessif qui, pour le coup, bénéficie d'une définition spécifique dans ce projet de loi, avec des références à une surface agricole utile moyenne dans la région, et qui, finalement, ce seuil d'agrandissement excessif, il est différent de ce qui existe aujourd'hui pour les autres formes de cession de foncier, qui est un seuil de déclenchement, en fait. Il introduit un nouveau mode de calcul, pour être plus clair, pour ces questions de part de société. Nous, dans l'amendement que j'ai porté pour mon groupe parlementaire de la France Insoumise, on souhaiterait que, en fait, que ce soit des cessions de part de société ou de cessions d'exploitation, en fait, la surface à partir de laquelle la SAFER a un droit de regard soit la même, que l'on ne fasse pas de régime différent. Et ce qui permettrait d'avoir, j'allais dire, la majorité des cessions de parts qui aujourd'hui échappent à tout contrôle, qui puissent être vérifiées, régulées et regardées par les SAFER. Aujourd'hui, ce projet de loi et de l'aveu même des députés s'en passent tous, s'il est appliqué tel quel, s'il est voté tel quel, sans aménagement, pourrait permettre de voir passer, hein, j'allais dire, sous les radars des SAFER, 25% des cessions de parts, un quart. Donc ça veut dire que 75% vont continuer à y échapper. Donc c'est finalement assez peu. Donc ça, c'est le premier souci, hein, c'est cette question des seuils d'agrandissement. Et ça, il me semble que c'est vraiment de bon sens de dire qu'en fait, il faut que ça se soumette au même régime. Et puis, la question des dérogations, on en a déjà parlé. Prendre prétexte d'installer un agriculteur sur 3 hectares, un jeune agriculteur sur 3 hectares pour justifier et cautionner le fait d'agrandir de 600 hectares, ça ne me paraît pas tout à fait équivalent. En tout cas, c'est des choses à dissocier. Ça, c'est parmi ces mesures-là. Et puis, il y a d'autres mesures qui ne figurent pas, comme par exemple, aujourd'hui, dans ces sociétés dont on parle, où il y a des cessions de parts,
ces sociétés englobent le foncier agricole, mais aussi les bâtiments, le matériel et tout ce qui va avec l'exploitation agricole. Et ce qui fait dire en fait à ceux qui vendent ou échangent ou cèdent leur part de société, mais la SAFER n'a pas de droit de regard parce qu'il n'y a pas que du foncier. Et c'est le secret des affaires en gros. Hein, là, on touche à notre liberté d'entreprendre et vous n'avez pas de droit de contrôle sur notre outil de production. Et donc la proposition simple et de bon sens serait de dire ok, on sépare d'un côté la société qui porte le foncier et de l'autre côté on va mettre une société qui portera tout le reste, hein, les bâtiments, le capital, le matériel, et comme ça la SAFER regardera la part du foncier et puis le reste pourrait éventuellement ne pas être regardé par les SAFER. Donc voilà quelques éléments en fait qui manquent dans cette question du contrôle du foncier porté par le député Sampastus, en fait. Hein, ce qu'on appelle le contrôle des structures, en fait, il est assez peu présent dans cette loi. On ne contrôle pas finalement comment vont s'agrandir nos exploitations agricoles, à quoi va servir le foncier, à qui il va être cédé. C'est un filet avec des mailles un peu grosses, quoi. J'ai Kirnakir qui reposait une question. Ok, mais en soi, en quoi le fait de limiter l'expansion de ces sociétés permettra aux agriculteurs d'acheter ces terres si le problème c'est le prix du foncier? Ah ben voilà une bonne question, il a tout à fait raison. Ben c'est le rôle des SAFER en fait. Le rôle des SAFER, elle est pas seulement de regarder ce qui se passe en termes de transactions. Sa mission qui lui a été assignée par la puissance publique originelle est de contrôler le marché du foncier et aussi de faire en sorte que la valeur du foncier ne s'envole pas et ne soit pas un frein finalement à l'installation d'agriculteurs. Et donc parmi les outils dont dispose la SAFER, c'est de pouvoir préempter des terres agricoles et donc de les acheter et d'avoir la priorité comme ça existe pour d'autres usages. Hein. L'État peut préempter votre maison si elle veut faire passer une route nationale au milieu de votre propriété. Bon, c'est terrible, mais ça existe. En tout cas, c'est une possibilité qui est donnée à la puissance publique. Et donc, les SAFER peuvent contrôler par cette préemption aussi le marché du foncier et le prix. Et notamment faire ce qu'on appelle des réserves foncières, c'est-à-dire acheter à un prix qu'ils pourraient imposer, acheter ce foncier, le mettre en réserve et puis le fractionner, le diviser ou le céder à des porteurs de projets, à d'autres agriculteurs qui auraient une surface peut-être trop faible pour pouvoir mener leur projet ou agrandir dans des conditions raisonnables ou développer d'autres activités. Et donc, le rôle de la SAFER devrait être beaucoup plus affirmé pour contrôler, y compris cette question du prix, qui est effectivement aujourd'hui, dans certains endroits, un vrai souci. Donc ouais, l'objectif, c'est vraiment de redonner du pouvoir aux SAFER pour qu'elles puissent avoir un meilleur contrôle qu'actuellement, quoi. Alors aujourd'hui, oui, aux SAFER, parce que c'est l'outil qui existe. Après, moi, je pense qu'il faudrait aussi faire évoluer leur mission et leur redonner aussi des prérogatives et redéfinir peut-être ce que l'on veut qu'elles fassent, leur redonner des moyens, parce que faire de la réserve foncière, comme je viens de le dire, ça demande, vu le prix du foncier et les surfaces qui sont en jeu, ça demanderait une capacité en trésorerie, une capacité financière énorme, et seul l'État pourrait abonder à ça. Nous, on plaide pour un établissement public foncier national qui aurait ces moyens et cette latitude vraiment de réorienter le foncier agricole pour aussi regarder quels usages en sont faits. Et on parlait juste avant d'agrivoltaïsme ou d'autres choses comme ça. Il faut qu'on aille plus loin que simplement contrôler les transactions. Il faut voir à quoi est destiné le foncier agricole. Il y a une chose sur laquelle on est d'accord avec, ça fait unanimité, hein, y compris avec les SAFER, les députés de la majorité comme nous dans l'opposition, c'est de dire que maintenant il faut absolument éviter toute artificialisation supplémentaire des terres agricoles et les SAFER devraient aussi avoir cette possibilité hein, de contrôler tous les projets d'artificialisation et pour le coup de pouvoir
garder l'usage des terres agricoles à l'agriculture. Très bien. Une question dans une idée des lobbies qui s'opposent aux évolutions que vous proposez? Oui, une petite idée. La question, c'est lesquelles, c'est ça? Il faut que je les cite. Bon, on va pas se raconter d'histoire. Hein, on a un syndicat agricole majoritaire qui fait beaucoup la pluie et le beau temps dans notre pays depuis de nombreuses années sur le foncier agricole. C'est la FNSEA et qui est très très implanté dans toutes les instances qui gèrent les politiques liées à l'agriculture en France, et notamment dans les SAFER, dans les chambres d'agriculture, voilà, qui a l'oreille attentive des ministres, et donc et qui défend un type d'agriculture. Il ne faut pas se raconter d'histoire non plus, plutôt des grandes exploitations, des monocultures, des productions plutôt industrielles, et une vision de l'agriculture qui est une vision exportatrice, qui n'est pas vraiment en phase avec celle que moi je défends, avec la relocalisation, avec une agriculture qui a d'abord vocation à produire de l'alimentation en circuit court, de bonne qualité pour nous tous. Et puis, ma foi, si par cas, il y a de l'excédent, on pourra effectivement en faire une ligne de commerce extérieur excédentaire. Mais ce n'est pas l'objectif premier de l'agriculture aujourd'hui. Très bien. Merci, monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Est-ce que quelqu'un voudrait poser merci pour la transparence, dit Kir Nakir. Bah, écoutez, j'essaie. En tout cas, nos amendements sont publics, vous pouvez les consulter. La discussion continue. Je vous l'accorde, hein, c'est un sujet, en tout cas sur ce projet de loi, qui peut paraître très technique, enfin, en tout cas qui est abordé sous des aspects très techniques, voire même parfois un peu technocrates. Mais moi, j'y vois derrière, et c'est comme ça que j'essaye de vous l'expliquer aussi, des enjeux vraiment politiques, au sens de comment on s'organise ensemble, qu'est-ce qu'on veut demain pour notre agriculteur, pour notre agriculture, pour nos agriculteurs. Est-ce qu'on veut un commerce extérieur excédentaire, ou produire ici et pas dépendre des importations d'alimentation de toute l'Europe ou du monde entier, surtout aujourd'hui où on sait qu'au niveau environnemental et climatique, si on peut éviter de déménager le monde d'un bout à l'autre, c'est peut-être un petit peu mieux quand même pour le climat. Donc ça participe aussi à cet objectif. Est-ce que des parlementaires d'autres partis ont soutenu vos amendements? On est pas super soutenu. On a des amendements communs ou des visées communes avec le député Potier, qui est député du groupe socialiste, qui a beaucoup travaillé sur ces questions du foncier agricole, qui est un expert bien plus pointu sur ces questions un peu techno dont je vous parlais que moi-même. Mais néanmoins, vous voyez, en ayant une vision politique, on se rejoint quand même sur les objectifs d'une loi foncière, à savoir permettre l'installation de jeunes, faire cette transition agroécologique qu'on appelle de nos voeux et que l'urgence climatique nous impose de mettre en œuvre. Donc voilà, on arrive quand même à avoir un petit arc d'opposition à une vision trop libérale de l'agriculture, mais malheureusement, à l'heure où on se parle, c'est encore minoritaire. Mais écoutez, prenons rendez-vous. J'espère bien qu'en 2022, à la même date, je pourrai peut-être vous dire qu'on est majoritaire pour faire une autre agriculture pour notre pays. Je ne sais pas si vous avez encore du temps, mais là... Rendez-vous est pris, hein. Je sais pas, on est le combien aujourd'hui? On est le 21 mai. Le 21 mai, hein, le scrutin présidentiel ne sera pas encore passé, mais on ne devrait pas être loin de savoir. Je ne sais pas si vous avez encore un peu de temps, mais je vois une question de Darkel 91. Tout à l'heure, on parlait des puissances étrangères qui viennent acheter des terres en France. Mais est-ce que la France, elle, possède des terres à l'étranger? Excellente question, que je vous remercie de m'avoir posée, à laquelle je vais m'empresser de ne pas répondre, parce que je n'en sais rien, je ne pense pas. Concrètement, de tous mes travaux parlementaires depuis 4 ans sur ces questions agricoles, agronomiques, je n'ai pas eu connaissance que nous ayons
du foncier pour de la production hors de notre territoire. Alors, voilà. Mais du coup, on parlait tout à l'heure de l'amendement sur les sociétés étrangères. Ça serait l'occasion de confirmer ça. Mais non, je pense que c'est pas le cas. Mais sous réserve que je puisse me tromper, mais je ne suis pas un spécialiste. Très bien. Il y a Sylvain qui nous demande ce que vous pensez des fermes. Darkel qui vous remercie d'avoir répondu à la question. Et Sylvain qui vous demande ce que vous pensez des fermes urbaines et de la culture hydroponique dans les villes, parce que pour le coup ça ouvre tout un autre domaine du foncier agricole, quoi. Si on commence à mettre des fermes dans les villes. Ouais, je suis un petit peu dubitatif sur les fermes dans les villes. À viser de production alimentaire, je pense que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Enfin, moi, je vous parle avec ma vision d'un habitant d'une métropole, quoi. Moi, je suis tout près de la métropole bordelaise, des centaines de milliers d'habitants, et je ne vois pas trop d'espace dans cette métropole pour faire euh, vraiment de l'agriculture urbaine, même si à 2 pas de ma permanence, il y a une petite ferme qui fait de la production de fromage de chèvre, mais ça reste limité. C'est plutôt à la périphérie de ces grandes métropoles qu'il faut effectivement s'assurer que le foncier soit destiné à de la production alimentaire pour les territoires. Il y a d'ailleurs des projets alimentaires territoriaux qui existent et qui demanderaient à être plus soutenus sur l'ensemble du territoire national. Mais je ne pense pas que la question de l'autonomie alimentaire se règle par des fermes urbaines ou par de l'hydroponie, qui nécessite aussi des moyens techniques et une dépendance à des intrants, que ce soit des engrais ou de la chimie. Euh, Moi, je suis plutôt favorable à développer une agriculture locale, mais je pense que le milieu urbain n'est pas adapté. Néanmoins, il y a des vertus, en tout cas au moins pédagogiques, à retrouver quand même des surfaces. Je vous parlais de cette ferme qui fait des fromages de chèvre pas très loin de ma permanence. On est en milieu urbain. Et c'est très important parce que ça permet de reconnecter notamment nos enfants avec la nature, en tout cas avec l'agriculture, de faire comprendre aussi l'importance d'une production locale, d'où viennent les produits, comment ils sont faits. Et ça, c'est hyper important. Mais vraiment, sur le côté production massive d'alimentation, je ne pense pas qu'on y parvienne avec ça. Et en tout cas, sans doute pas avec l'hydroponie, qui me paraît pas être de l'agriculture, j'allais dire, qui s'affranchit de toute dépendance aux intrants, y compris à la technique, à la fuite en avant technologique, qui me paraît être aussi parfois un peu dangereuse. Si vos amendements, une question de encore Kirk, visiblement beaucoup de questions, mais qui vous demande si vos amendements ne sont pas votés, voterez-vous pour la loi quand même? Non, je partirai fâché, vexé, je voterai pas. Mais Comme pour la loi climat? ouais, moi, je suis comme, ouais, on est comme ça, voilà. Ah non, la loi climat, on a des vraies bonnes raisons de ne pas la voter parce que c'était vraiment très nul. Non, je vous ai dit toutes les réserves que j'avais sur cette loi. Et je vous l'ai dit tout au début, elle va permettre peut-être de voir passer 25% de ces cessions de parts. C'est pas la hauteur de l'urgence. Néanmoins, je vais dire 25%, c'est toujours mieux que 0%. L'idée, c'est quand même d'essayer de faire bouger le texte pour pas qu'il soit voté en l'état et essayer d'avancer un petit peu plus le curseur. Écoutez, pour l'instant, on n'a pas défini d'une manière arrêtée et définitive notre position de vote sur cette loi. On verra au fur et à mesure de l'étude des amendements et si certains permettent d'avancer. Bon, je pense que néanmoins, il est assez probable. Au pire, on s'abstiendrait s'il n'y avait vraiment aucune avancée. Et je pense que, sans dévoiler ou sans m'engager trop pour mes collègues, mais qu'on va arriver à faire bouger quelques curseurs et que ça nous permettra de voter sans être euphorique, mais de voter pour cette petite avancée. Très bien. Bon. Merci beaucoup, monsieur le député. Vous étiez le premier invité de l'émission La Loi du Chat. J'espère qu'on. Bon, c'est pas j'espère, c'est qu'on en refera, c'est certain. Mais voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Twitch en ce moment, mais c'est quand même assez pratique pour soumettre les questions directement aux élus, enfin de connecter les citoyens et les élus. Donc
d'avoir Merci accepté à de vous. venir. Et Merci pour l'invitation. Ravi d'avoir essuyé les plâtres de cette première et puis en espérant que effectivement, le contact direct, et vous avez raison, c'est très important de réduire la distance entre les élus et ceux qui leur ont donné mandat. Je pense que c'est ce qui fait beaucoup défaut et beaucoup de mal depuis de trop nombreuses années, voire des décennies, et qui font une désaffection aussi ou un manque de confiance envers l'action politique. oui, puis pour comprendre aussi votre métier, le métier de parlementaire, même sur des lois comme le foncier agricole qui sont pas faciles à aborder, mais dès qu'on commence quand on met un peu le nez dedans, c'est vrai que ça devient tout de suite très intéressant pour comprendre les enjeux sur notre territoire. Donc merci beaucoup de vous être prêté au jeu, pardon. Merci. Et puis si vous avez des membres de votre groupe qui veulent aussi venir soit présenter des amendements, soit présenter, faire leurs propositions de loi Bah, ou écoutez, soumettre je des vous idées. invite à aller notre député Twitch favori qui est Hugo Bernalicis, qui est un Twitcher fou, bien plus que moi, qui sera ravi de venir discuter avec vous de sujets divers et variés. Ses spécialités, j'allais dire, en tout cas son travail parlementaire étant axé aujourd'hui autour du travail de la justice et de la police. Et je sais que l'actualité récente est un peu brûlante sur le sujet. Je pense qu'il serait ravi de venir échanger avec vous. N'hésitez pas à solliciter directement Hugo. Et puis, écoutez, Mais envoyer des invitations. Si mes collègues me demandent comment ça s'est passé, je leur dirai tout le bien que je pense de cet échange et l'accueil que vous m'avez réservé est tout à fait sympathique et bienveillant et je vous en remercie. c'est le but de Pure Pause, c'est d'essayer de ramener un peu de calme dans le débat public, de faire en sorte que les gens rapprennent à ne pas être d'accord et comment dire, qu'il y ait du débat, quoi. Voilà. Donc merci à vous de. Vaste programme pour vous, Oui. bon courage. Merci monsieur le député. Au revoir. Merci, à très bientôt, au revoir. Bon, c'était très bien. J'en profite, j'ai oublié de le dire un petit peu durant le live là. J'en profite pour vous dire d'aller voter sur le site Purpose, sur la loi. Bah voilà, on a fait un débat sur la proposition de loi sur le foncier agricole. Vous retrouverez toutes les informations de la loi et vous pouvez voilà, voter, donner votre avis sur cette proposition de loi. Donc, si vous avez des questions ou même si dans le chat vous avez envie de voir tel ou tel député, nous on est tout à fait à l'écoute de vos conseils, de vos recommandations, de vos souhaits. On pourra, même si vous avez des idées de débat, on est vraiment à l'écoute et prêt à organiser, à appeler les parlementaires et puis s'ils acceptent de soumettre à vos questions, de refaire des lives régulièrement. Bah, merci à vous, hein, Mathilde 233, JC92, Sylvain. Merci d'avoir posé des questions. Je vais peut-être afficher le chat là. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir le site. Il y a le débat sur la loi climat, voteriez-vous la loi climat qui est très discutée avec Erwan Balanan, qu'on a interviewé, Erwan Balanan, donc le rapporteur du texte, et Julien Aubert qui est opposé. On a eu. Alors attendez, c'est que. Hop là, je suis pas bon sur le. Voilà, faut que je me mette là. Voilà. Donc avec Erwan Balanan. Bah merci, c'était un peu le baptême du feu. Bravo pour ce premier là. Ouais, c'est un peu le baptême du feu. C'est voilà, si ça vous plaît, on en refera très régulièrement, plusieurs fois par semaine. C'est ça vraiment le but, hein, c'est de faire du débat, que vous réussissiez à ne pas être d'accord. Vraiment, c'est ça, quoi. C'est qu'on ramène un peu de calme et de voir les idées de tout bord politique en fait.
Voilà, donc là je reviens sur mes débats à la loi climat. On avait fait aussi, qui est toujours en cours, hein, le passeport vaccinal. En plus c'est bien d'actualité là, vu qu'on commence, on va passer quoi, les 21 millions, 22 millions de vaccinés en France. Donc passeport vaccinal. Allez-y, allez faire un tour. Gaspard Koenig contre le passeport vaccinal. Et Alexandre Laurent pour le passeport vaccinal, lui, qui considère que c'était un peu trop tard en fait. Pour lui, ça aurait dû arriver bien avant le passeport vaccinal. On a un débat aussi en ce moment sur l'euthanasie avec Yael Braun-Pivet, présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, et Claire Fourcade. Yael Braun-Pivet qui est pour l'euthanasie, choisir sa fin de vie, c'est plus joli de dire que euthanasie. Et Claire Fourcade qui est médecin spécialisé en soins palliatifs et qui est contre l'euthanasie. Mais d'autres débats. On met régulièrement à jour le site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on parle de quelque chose? Non. Bon, bah si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Ouais. Bon, bah merci beaucoup à tous. Je vais mettre fin au live et puis à très vite. À très vite. Merci à vous. Ciao.